Mon invité aujourd'hui, le ministre Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Roger. Et merci de répondre à cette invitation. Toujours un plaisir de passer par ici. Vous allez bien? Mais toujours. Super, c'est un grand plaisir. À votre image d'ailleurs. Ah d'accord, ben, merci, c'est un honneur d'entendre ça. En dépit de ma bonne volonté, Monsieur le ministre, vous avez participé, je rappelle ici, à la 78e Assemblée générale des Nations unies récemment. Pourriez-vous nous expliquer un peu cette position du gouvernement de la RDC concernant la déclaration du président Félix Tshisekedi à l'ONU, dans laquelle d'ailleurs il a appelé un retrait accéléré, a-t-il dit, des casques bleus de son pays à partir de la fin de cette année, arguant bien sûr que les troupes onusiennes n'ont pas réussi à faire face au groupe. Écoutez, le président de la République ne se fait que le porte-parole des revendications congolaises. Vous avez vu malheureusement... Porte-parole d'ailleurs qui a fait tuer certains Congolais à Goma, n'est-ce pas? Oui, justement, parce qu'il y avait justement des Congolais qui voulaient manifester encore une fois contre la MONUSCO. Vous vous souvenez qu'il y a déjà eu des manifestations qui ont conduit à des morts d'hommes. Malheureusement, il y a eu les incidents qui se sont passés avec cette action de militaires qu'on a condamnée. D'ailleurs, il y a un procès en flagrance qui est en cours parce qu'ils doivent répondre de leurs actes. Mais tout ceci démontre simplement que la MONUSCO est devenue pour nous un problème de sécurité. Là où elle devait être la solution, elle devient le problème. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous organiser sur chaque site de la MONUSCO d'avoir des policiers, sur chaque véhicule qui roule. Mais tout ça, ça nous pose un problème. Il vous souviendra que l'année dernière, à l'occasion de la même Assemblée générale des Nations unies, le président de la République avait dit que nous voulions un départ civilisé. Nous restons focus évidemment sur cette notion du départ civilisé, mais on ne peut pas ne pas prendre en considération les revendications de nos populations qui du reste sont fondées. Parce que lorsque vous avez le secrétaire général des Nations Unies lui-même, Antonio Guterres, dire qu'ils ne sont pas en mesure de combattre les M23, qui est considéré comme la principale source de l'insécurité dans cette partie du pays, il y a un problème. Et donc, lorsque les Nations Unies, avec tout ce qu'ils ont comme structure, notamment le Conseil de sécurité, ne peuvent pas diplomatiquement trouver des solutions aux problèmes de l'Est de la RDC, comment voulez-vous que les populations qui vivent et qui voient ces casques bleus agir, parfois dans des choses qu'ils ne sont pas censés faire, se révoltent et se fâchent? En tout cas, nous, comme politiques, nous ne pouvions que épouser les avis de nos populations. Mais ceci dit, lorsque nous disons en 2023, c'est pas le retrait en décembre 2023, c'est le début du retrait. Il faut rappeler ici que la mission des Nations Unies a été réduite d'ailleurs depuis plusieurs années. Maintenant, ils n'ont des opérations que dans le Nord Kivu, les Sud Kivu et dans l'Ituri. Et donc, à partir de 2023, on va commencer les processus de retrait qui se fera de manière progressive parce qu'il y a encore des questions en chantier sur lesquelles nous travaillons avec la MONUSCO, notamment la question de l'appui électoral, tout au moins dans les partis où la MONUSCO a encore ses missions, la question de l'accompagnement du processus de Luanda et de Nairobi, nous l'avions dit tout à l'heure, parce qu'il y a des responsabilités qui sont dévolues à la MONUSCO, mais on verra au fur et à mesure comment d'autres tâches pourront être reprises alors par d'autres agences du système des Nations Unies. Je paraphrase le Premier ministre belge qui disait, c'était aussi l'année dernière ici aux États-Unis, que la mission ne peut plus continuer dans sa forme actuelle. Parce que dans sa forme actuelle, elle ne donne pas de résultats. On ne peut pas commencer à nous bander les yeux. Peut-être qu'on a besoin d'une mission plus efficiente, plus proactive, qui puisse être en mesure de gérer les problèmes de sécurité qui sont bien connus. Oui, parce que ça fait quand même 20 ans, 23 ans qu'ils sont là, et quand les résultats ne viennent pas, ça ne sert à rien de se cramponner sur une mission dont on sait qu'il ne pourra pas atteindre les résultats dans la forme actuelle. Voilà. Monsieur le ministre, en parlant toujours de cette situation sécuritaire à l'est de la RDC, pourriez-vous nous donner un peu un aperçu actuel de cette situation sécuritaire, en particulier à Beni, à Rutshuru, Masisi, mais aussi au Kwamut et aussi au Kwango, en tenant compte des événements dont on a aussi énuméré à Goma? Il semble que la situation sécuritaire n'est pas... Bon, écoutez, de toute façon, il y a toujours une alerte sur la province du Nord Kivu, parce que c'est cela l'objectif même d'ailleurs de cette aventure encore criminelle portée par les supplétifs du M23. Aujourd'hui, la situation sur le front, il y a cette forme de cessez-le-feu que l'on observe depuis le mois d'avril. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'affrontement signalé entre les forces armées de la République démocratique du Congo
et les forces terroristes du M23. Mais il y a dans quelques poches, évidemment, quelques affrontements avec les patriotes, quelques groupes des patriotes congolais qui ne veulent pas qu'une seule portion du territoire puisse être occupée par ces forces terroristes. C'est cela la situation sur le terrain, mais que nous observons une forme de statu quo, justement, et c'est un statu quo que nous ne voulons pas. Les statu quo, c'est que nous devions avancer vers un processus de retrait, de cantonnement, de pré-cantonnement, et puis cantonnement, démobilisation, etc. Il faut que je rappelle ici que dans la feuille de route de Luanda, il était prévu quelques séquences. On a dit, on faisait les cessez-les-feux, on faisait le retrait, on faisait les cantonnements et puis on faisait la démobilisation. Mais justement, nous sommes encore bloqués. Il y a les cessez-les-feux, évidemment, qui est observé, mais les cessez-les-feux n'est pas, de notre point de vue, l'étape la plus déterminante. Mais il y a l'étape du pré-cantonnement où nous devons être en mesure de connaître combien ils sont, les regrouper, les désarmer. Ensuite, il faut bien qu'ils se retirent des parties du pays qu'ils occupent, parce que là, nous risquons d'avoir des élections sans une partie du pays, parce que le Massissi ou le Rutshuru, des régions qui sont occupées par CM23, ça fait quand même 15 députés. Donc on ne peut pas imaginer aller aux élections, et c'est cela l'une des raisons principales de ma visite ici, pour attirer l'attention des autorités américaines, parce que nous sommes, nous, attendus sur la tenue des élections, et vous savez que nous, les élections, les droits humains et toutes ces questions, nous sommes les champions dans la région. C'est connu parce que les autres, je ne voudrais pas parler des élections des autres parce que ce ne sont même pas des élections, c'est des simulacres où nous savons qui gagne au premier jour. Et donc là, c'est pour vous dire qu'il y a un impératif pour nous, au-delà de la situation humanitaire, mais il y a cet impératif qui veut que les Congolais de partout au Congo puissent voter le 20 décembre. Et donc pour nous, c'est une question qui est d'une extrême urgence, que ces territoires puissent être libérés et que nous puissions avoir la possibilité pour les compatriotes de cette partie du pays de s'enrôler, et pour ceux qui sont désireux d'être des candidats, de se porter candidats. Ouais, voilà. Et donc après, il y avait des processus qui étaient parallèles, notamment le processus de Nairobi, où il y avait des discussions autour du président Kenyatta sur, pour l'abandon des armes, si vous voulez, des groupes armés locaux congolais. Mais de ce côté-là, il y a aussi comme cette forme de statu quo, parce que ses compatriotes disent, et à raison, pourquoi devons-nous abandonner les armes alors que l'ennemi est dans la maison? Et pourtant, les chefs d'État, en suivant quelques jours après notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est, avaient tous convenu qu'il devait y avoir un processus politique, justement le processus qui vise à discuter avec les différents groupes armés congolais, mais il y a aussi un processus militaire qui devrait se mettre en place pour tous les réfractaires à ces processus. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la force régionale n'a jamais essayer d'utiliser la force. On peut comprendre certaines contraintes, mais cela ne devrait pas prendre autant de temps parce que c'était une urgence. Je dois rappeler ici que le problème de sécurité dans l'Est de la RDC, vous avez des groupes armés locaux, mais vous avez aussi des groupes armés étrangers. Nous avons les ZIF d'origine ougandaise qui sont des terroristes. Vous avez les FDLR qui sont des Rwandais. Même si le président Kagame n'aime jamais le reconnaître, mais ce sont ses compatriotes qui tuent beaucoup, qui tuent au Congo, qui commettent des drames au Congo, mais c'est des gens que nous combattons, et c'est des gens qui doivent rentrer au Rwanda, quel que soit le cas des figures. En parlant de ce groupe, Monsieur le ministre, le président Tshisekedi a récemment aussi réitéré la position de Kinshasa, refusant toute négociation avec mais il est évident de M23. Il est évident qu'on ne peut pas négocier. Qu'il qualifie de criminel. Il a déclaré aussi que le M23 est un regroupement de criminels perpétrant des actes criminels avec la bénédiction de Paul Kagame, comme vient de le dire. Et il a affirmé que le gouvernement congolais ne dialoguera jamais avec eux. Mais pourriez-vous nous expliquer un peu à cet égard, et quelles mesures sont envisagées alors pour que le M23 réponde à ces atrocités, si vous ne voulez pas dialoguer avec eux? Est-ce qu'il y a un processus pour qu'ils puissent répondre à ces atrocités, y compris d'ailleurs d'un point de vue à la justice internationale? Écoutez, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque le président de la République est arrivé aux responsabilités, il a fait les difficiles choix, y compris contre la volonté de certains compatriotes, de rouvrir les discussions avec le Rwanda, de renouer les dialogues avec le Rwanda. Le président Kagame est venu 3 fois
2 fois à Kinshasa, notamment aux obsèques. Ce dialogue est toujours envisageable ou pas? Écoutez, la question c'est qu'avec le Rwanda, comme le président l'a toujours dit, le Rwanda est un pays qui restera à côté de la RDC. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est l'élite rwandaise portée par le président Kagame qui, pendant 30 ans, depuis les génocides rwandais, considère que la RDC, c'est les dépôts où il doit venir piller, et il s'est construit en pillant les ressources de la RDC. Il y a des rapports qui les démontrent. Aujourd'hui, le président de la République, lorsqu'on a renoué les contacts diplomatiques, c'était de dire on fait une paix des braves pour essayer de regarder le futur ensemble. Nous savons que nous avons eu un passé douloureux, mais les grandes nations, c'est aussi celles qui font les choix de dire à un moment, voilà, pour le bien-être de nos populations, parce que si vous allez aujourd'hui à la frontière Gisenyi-Goma, vous allez voir des tas, des milliers de Congolais et des Rwandais traversant la frontière. Pour ces populations-là, nous avons, nous, les politiques, les devoirs d'encadrer toutes ces activités, donc en ayant des rapports diplomatiques normaux. Mais le président Kagame, comme il a construit son régime derrière le pillage systématique de ressources dans l'Est de la RDC, ne voit pas comment survivre sans maintenir l'Est de la RDC dans un climat de violence. Je dois rappeler ici que les problèmes dans l'Est de la RDC ont commencé après les génocides rwandais, que nous avons tous déploré, que nous avons tous regretté, au regard de la violence rwando-rwandaise qui a caractérisé ces événements. Mais aujourd'hui, nous, République démocratique du Congo, on en a quand même marre de continuer à payer les prix de ces génocides. Pour rappel, les génocides rwandais, on parle de 800 000 morts, mais aujourd'hui au Congo, il y a plus de 10 millions de morts. Ça fait 10 fois les morts qu'il y a eu pendant les génocides. Et ça ne s'arrête pas. Lorsque vous regardez la catastrophe humanitaire qui est en cours maintenant, lorsque vous regardez, vous lisez les rapports des Nations Unies ou les livres blancs que nous avons publiés, vous voyez que là-dedans, on documente de massacres qui continuent de se commettre. Et il y a un auteur qui est connu, qui s'appelle Paul Kagame, avec tous ses supplétifs. Et donc, pour nous, la stratégie que nous avons mise en place, il y a une stratégie diplomatique, la stratégie militaire. On a convenu, tout le monde, que nous devions cesser les feux pour regarder, laisser faire le processus diplomatique. Mais il y a le front judiciaire, parce que tous ces malfrats doivent un jour répondre devant le tribunal. Parce que s'il y a justement la répétition, et c'est pourquoi nous ne voulons pas négocier ou envisager une quelconque forme de discussion avec ces puppets, comme vous dites en anglais, du président Kagame, c'est parce que on va refaire ce que nous avions fait par le passé. Ils vont dire, nous voulons être dans l'armée, nous voulons être, vous le mettez, et puis plus tard, ils vont servir leur maître qui est connu. On n'en a pas besoin. Et puis, il y a le front économique. Les fronts économiques, parce que nous savons que la stratégie principale du Rwanda consistait à piller ou à profiter de l'exploitation illicite des ressources dans l'Est de la RDC. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple du projet de Primera que nous avons lancé il y a quelques mois avec les Émiratis, qui nous permet, je vous donne des chiffres qui peuvent vous choquer. L'année dernière, la République démocratique du Congo a produit 48 kilos d'or. Cette année, 48 kilos d'or. 48 kilos d'or. Ouais. Cette année, alors qu'elle n'est même pas terminée, nous sommes à 3000 kilos d'or. Cela explique quoi? Cela explique cela. D'ailleurs, le gouvernement américain avait sanctionné il y a quelques mois un homme d'affaires belge qui s'appelle Alain Gotz, qui était lui, qui a construit des raffineries dans des pays qui n'ont pas de l'or et qui comptent sur l'or pillé dans l'Est de la République démocratique du Congo. Évidemment, il y a aussi la stratégie médiatique, le front médiatique que j'ai le privilège de diriger, suivant évidemment les orientations du président de la République, qui fait que nous déconstruisons toutes les campagnes de manipulation et des mensonges que répand le gouvernement rwandais, parce que c'est un gouvernement qui a construit sa stratégie dans l'Est de la RDC, principalement sur les crimes, mais des crimes que l'on veut maquiller par de campagnes mensongères qui s'étrament dans toutes les capitales occidentales avec de forts relais. Et donc aujourd'hui, nous sommes plutôt, nous, engagés sur ces différents fronts, et nous voyons justement des résultats venir. Lorsque les gouvernements américains, même si nous estimons que ce n'est pas suffisant, mais lorsqu'ils prennent des mesures restrictives, des sanctions contre les autorités rwandaises, ça veut dire que notre message est entendu, ça veut dire que notre stratégie marche. Et nous avons eu une ouverture, ma collègue de la justice a été à la CPI parce que nous pensons qu'il y a une composante judiciaire qui doit se mettre en place à la fois au niveau national
et au niveau international pour que ces criminels qui sont connus puissent répondre de leurs actes. Et c'est de ça que je parlais quand j'avais posé la question à propos de la justice internationale. Cette crise a causé beaucoup de problèmes pour la vie de plusieurs personnes. Pouvez-vous un peu, Monsieur le ministre, nous informer sur les mesures prises par votre gouvernement congolais pour venir en aide aux réfugiés de l'Est de la RDC, notamment alors que plus de 7000 Congolais ont trouvé refuge en Ouganda voisin et que plus de 521 000 personnes ont été déplacées depuis mars 2022, donc l'année dernière, en raison de ces affrontements dans des territoires comme Rutshuru, Nyiragongo, au nord de la République démocratique du Congo. Et ces chiffres, c'est d'après les Nations Unies. Mais qu'est-ce que le gouvernement congolais fait vraiment pour ces réfugiés? Parce que moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup d'appels dans mes émissions où ces réfugiés nous appellent de l'Ouganda. Écoutez, je peux vous rajouter d'autres chiffres. Aujourd'hui, il y a presque 300 000 enfants en âge de scolarité qui ne peuvent pas aller à l'école. Je peux vous dire que 67 aires de santé ont été détruites. Je peux vous dire que des centres hospitaliers, des écoles sont occupés. Je peux vous égrener autant de chiffres. Aujourd'hui, le manque à gagner mensuel pour la province du Nord Kivu est évalué à près d'$1 million. Je peux continuer comme ça à vous énumérer de chiffres que nous avons mis dans notre livre blanc pour illustrer justement les conséquences de cette invasion et les conséquences dramatiques qu'il y a sur nos populations. Mais qu'est-ce que nous faisons? L'idéal pour nous, et c'est sur quoi le président de la République travaille ardemment ces derniers jours, c'est d'obtenir que ces populations puissent rentrer chez elles. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des pressions qui sont exercées sur la nature du fait que ces populations déplacées ont besoin de vivre. Les camps des déplacés que moi j'ai eu le privilège de visiter, le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement, ce n'est pas ça que les Congolais méritent de vivre dans leur propre pays. Et donc, quel que soit l'appui que nous pouvons apporter en termes d'eau, en termes de tentes, en termes de ceci, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est d'obtenir que ces Congolais puissent rentrer chez eux. C'est pour ça que justement nous faisons des pressions. Parce que la voie qui a été choisie, c'est la voie de la diplomatie, pour qu'à travers la diplomatie, nous puissions obtenir les résultats, que ces Congolais rentrent chez eux pour vivre dans les conditions dans lesquelles ils vivaient à l'époque et pour qu'ils puissent s'enrôler et pour pouvoir voter leurs dirigeants, comme cela doit se faire pour tous les Congolais aux prochaines élections en décembre. En décembre, c'est très important que vous dites cela parce que c'était une de mes questions aussi en parlant de cette sécurité en RDC. La Commission électorale nationale, donc CENI, avait évoqué aussi d'ailleurs le fait que l'absence même de sécurité dans ces régions pourrait compromettre, vous avez déjà répondu au fait à cette question, la tenue des élections. Et donc, ces mesures que le gouvernement est en train de prendre pour assurer que ces Congolais puissent voter, vous pensez que c'est assez? Écoutez, c'est jamais assez tant qu'on ne les a pas encore enrôlés. Nous le saurons véritablement lorsque les Congolais pourront non seulement être enrôlés, mais voter dans des conditions de sécurité. Parce que nous savons que l'engagement électoral qui est les nôtres... Vous pensez que c'est possible d'ici là? On aura le temps? Bon, écoutez, nous comptons, nous espérons que cela soit possible. C'est pourquoi nous travaillons. C'est pourquoi nous utilisons les canaux diplomatiques et les moyens à notre disposition pour nous assurer que ces Congolais votent. Il n'est pas question de faire des élections avec une partie du pays où les gens ne peuvent pas voter, du fait justement des agissements d'un voisin qui n'a aucune notion démocratique. Et donc, mais tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous discutons avec nos partenaires, notamment au sein de la force régionale, au sein de la communauté internationale, et nous pensons que nous pourrons avoir les résultats escomptés. Les délais courts, mais nous considérons qu'il est toujours possible d'arriver à ces résultats. Vous savez, nous, aujourd'hui, au-delà de tout ce que nous faisons avec le président Tshisekedi, nous travaillons à recréer les fondations de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la question de la gratuité de l'éducation, au départ, c'était un gros souci. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Justement parce que nous avions une stratégie claire en la matière et la réforme a été implémentée. Et aujourd'hui, nous avons plus de 5 millions d'enfants qui sont retournés à l'école, dont plus de la moitié, c'est des jeunes filles. C'est des choses qui auraient pu être faites par les passés, mais qui ne l'ont pas été parce qu'il n'y avait pas justement cette volonté politique suffisante qui pouvait permettre la mise en œuvre. C'est ce que nous faisons dans le cadre du programme de couverture santé universelle. On a commencé dans la première phase avec la gratuité des accouchements, mais aussi pour l'armée avec la loi de la programmation militaire que nous avons adoptée et de l'investissement massif. Nous continuons, nous, en tant que Lamuka, à revendiquer la vérité des urnes.
Le 13 juillet, Chérubin Okende, porte-parole d'Ensemble pour la République, a été retrouvé assassiné, criblé de balles, je rappelle ici, à bord de son véhicule en périphérie de la capitale Kinshasa. Pouvez-vous nous donner, Monsieur le ministre, une mise à jour sur l'état actuel de l'enquête concernant cet assassinat? La famille, on a vu ça récemment, continue à réclamer des réponses. Où en sommes-nous avec Nous-mêmes, nous demandons des réponses. Parce qu'il ne faut pas oublier que, pour moi particulièrement, Chérubin Okende est un aîné que je connais depuis une vingtaine d'années. Il était collègue du gouvernement. Avant, il était collègue au Parlement. Et donc, sa mort nous a tous choqués parce que sa mort est arrivée dans un contexte précis où nous préparions les Jeux de la francophonie. Vous étiez là. Vous aviez plus ou moins suivi aussi toute, justement, cette campagne de manipulation avec ces rumeurs et ces fake news qui répandaient dans les réseaux sociaux de nuit et jour sur les trafics des organes, sur les kidnappings à Kinshasa. Et il y avait ces climats de terreur qu'on a voulu installer dans l'opinion pour dissuader justement ces délégations étrangères qui comptaient venir en République démocratique du Congo. C'est évident que cela a eu un certain impact. Parce qu'on a vu, par exemple, la France faire les services minimums. Ils n'ont pas envoyé autant d'athlètes qu'ils auraient pu, ou d'autres pays. Mais heureusement que nous avons démontré à la face du monde que nous préparions ces Jeux pour être les meilleurs Jeux que la francophonie n'ait jamais organisés. Et je pense que ce sont les témoignages que nous recevons au regard de comment les Jeux se sont déroulés sans un seul incident. Et donc, la mort des chérubins qui arrive dans ces contextes, pour nous, nécessitait une réponse. Et la réponse que nous pouvons donner, c'est de faire des enquêtes et faire toute la lumière. Et la première décision qui a été prise d'ailleurs le même jour, c'est moi qui l'ai annoncé, c'est de dire que nous allons inviter les experts internationaux. Parce que vous connaissez plus ou moins le contexte congolais, nos experts, bien qu'ils soient attitrés, s'ils devaient conduire les investigations tout seuls, il y aurait des soupçons pour dire, voilà, c'est pas transparent, c'est pas crédible. Aujourd'hui, le président de la République en avait parlé avec le Premier ministre belge. Nous avons eu des enquêteurs belges, sud-africains, la MONUSCO congolais. Nous avions même fait la demande pour un agent du FBI, pour des agents de la DGSE, des services français, pour venir appuyer l'enquête. Aujourd'hui, aujourd'hui, les dossiers suivent son cours au niveau du parquet ou l'instruction en cours. L'autopsie a été faite, les différents experts ont fait leur travail. Nous, comme vous, nous attendons justement ces rapports pour que nous puissions tous être édifiés sur les circonstances qui ont conduit à la mort des chérubins. Et donc aujourd'hui, tout le monde devrait attendre les résultats de cette enquête-là et nous espérons que le parquet pourra très rapidement communiquer dès qu'ils auront réuni tous les éléments pour que l'opinion puisse être au courant et pour que finalement nous puissions faire son deuil parce que son deuil n'a jamais été fait depuis et nous espérons que cela puisse arriver vite. Monsieur le ministre, en relation d'ailleurs avec cet assassinat, le journaliste Stanislas Boujekera a été arrêté et accusé de propagation de faux bruits et de diffusion de fausses informations en tant que journaliste vous-même, parce que nous savons que vous êtes journaliste. Quelle est votre opinion sur la liberté de la presse dans le pays? Les journalistes, c'est aussi ma question, sont-ils contraints de divulguer leurs sources? Bon, écoutez, ça c'est une question cruciale. Mais avant même que je n'y réponde, il faut regarder le contexte de manière générale. Depuis que le président Tshisekedi est aux responsabilités, il ne rate jamais la célébration d'une journée de la presse. On n'avait jamais vu ça avant lui. Depuis que moi j'ai été désigné, et d'ailleurs sous la conduite du président Tshisekedi lui-même, qui est venu aux États généraux de la communication et des médias, à l'ouverture comme à la clôture, nous avons aujourd'hui une nouvelle loi, qui porte d'ailleurs mon nom, qui a été baptisée l'Homme Yaya. 27 ans après, nous avons gagné 30 places dans les classements de Reporters sans frontières. N'eût été d'ailleurs tous ces cas de violence sur les journalistes observés particulièrement dans les territoires sous occupation du M23, nous aurions pu encore faire et bon dans ces classements. Et donc il faut considérer que notre engagement pour la liberté de la presse est inébranlable. Pour revenir sur la question de Boujekera, d'abord c'est une question qui nous attriste tous, parce que Boujekera pour moi c'est un jeune frère avec qui j'étais régulièrement en contact. Mais il se trouve justement que vous avez posé la question ici de savoir où est-ce qu'on en était dans les dossiers
de la mort de notre collègue Chérubin. Mais il se trouve qu'il y a un rapport faux qui est sorti des laboratoires. Je ne voudrais pas donner des indications, mais je vous donne le contexte dans lequel nous sommes, où il y a une interférence quotidienne des machines de manipulation rwandaises et leurs supplétifs et leurs différents complices congolais pour perturber un peu toute la situation. Vous avez un faux rapport qui sort, un rapport qui est relayé par des médias que nous considérons crédibles, Jeune Afrique et RFI. Je reçois un appel de M. Christophe Boisbouvier pour me demander, Monsieur le ministre, est-ce que c'est possible de nous arranger une interview avec le président de la République à New York, comme nous l'avions fait l'année dernière. Je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas de souci, je vais me référer aux équipes du président pour voir et on pourra vous donner la suite. Mais à l'occasion, je lui ai posé la question. Monsieur Boisbouvier, vous avez sorti un rapport qui parle des circonstances attribuées à l'ANR et qui parle des circonstances de la mort de l'honorable Okende. Est-ce que vous avez pris le soin de poser la question à un officiel congolais? Moi en premier, bon, si vous ne m'aviez pas appelé, mais qui d'autre avez-vous appelé pour contre-vérifier l'authenticité de ces rapports? Il m'a dit, Monsieur le ministre, nous n'avons appelé personne. C'est une faute professionnelle. Parce que vous ne pouvez pas, vous, ne pas connaître le contexte dans lequel le Congo est plongé depuis la mort des Chérubins. Nous sommes tous en attente, justement, de savoir ce que l'enquête va dire. Et dans ces rapports faux, relayés par des médias crédibles, il y a évidemment une volonté délibérée de perturber, de s'aimer le doute dans l'opinion sur les résultats de l'enquête en cours. Mais ce que nous, on a fait, dans la droite ligne de ce qui est prévu par la loi d'ailleurs, que nous avons promulgué, c'est de faire une réaction. Mon collègue de l'Intérieur a réagi en écrivant à la fois à Jeune Afrique et à RFI pour faire une protestation et cela devrait être considéré comme un droit de réponse. Je dois rappeler ici que ce soit les responsables de RFI ou de Jeune Afrique, tous savaient qu'il y aurait une réaction du gouvernement. Et la réaction du gouvernement est arrivée avant l'arrestation ou l'interpellation de Stani Boujakera. Ce que je vous dis est un élément de taille pour vous montrer qu'il y a une double dimension dans la question. Il y a la dimension professionnelle où des médias, et ça peut arriver, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'on accorde justement ces droits de réponse, où des médias se sont trompés ou n'ont pas, je considère qu'ils étaient des bonnes foi, n'ont pas pris la précaution de faire le recoupement nécessaire pour une information de ce genre et qui peut avoir une incidence de ce genre. On a fait la rectification qu'il fallait. Mais en même temps, la commission d'enquête sur la mort de l'honorable Chérubin se dit qu'il y a une piste là derrière. Et d'après les informations que j'ai reçues, comme vous l'aviez si bien dit, que le journaliste Boujakera est poursuivi pour propagation de faux bruits. Non pas parce qu'il a écrit l'article. C'est le gouvernement congolais. Hein. Ce n'est pas d'après le gouvernement. Ouais. C'est d'après les sources judiciaires. Parce qu'ici, il faut bien regarder la séparation du pouvoir. Le gouvernement, c'est que nous avons fait. J'ai parlé aux responsables de ces médias. Il y a une réaction qui est partie du ministère de l'Intérieur, qui est en charge des services de sécurité, pour que la vérité puisse être rétablie au sujet de ces faux rapports qui ont été publiés. Mais il y a la composante judiciaire qui vient et qui dit qu'il y a ces soupçons-là. C'est que nous, on a fait. Moi, j'ai réuni les organisations professionnelles pour discuter du sujet. Parce que moi, je considère que lorsqu'un journaliste est arrêté, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si nous avons fait justement cette loi avec des mesures de protection pour les journalistes, c'était pour éviter cela. Mais ici, nous sommes dans un cas qui concerne la sûreté nationale, où c'est comme un matin, vous vous réveillez ici à Washington, un congressman est retrouvé mort. Je pense que tout le monde voudrait savoir. Alors, il y a évidemment les débats sur la protection des sources, etc. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans ces débats, mais je considère que professionnellement, il y a eu faute de notre point de vue, on a réagi, mais que dans le cas de la séparation de pouvoir,
la justice est en train d'enquêter. Nous voulons nous assurer que Stani bénéficie, que ses droits soient respectés, qu'il ait l'appui des avocats et que nous souhaitons que très vite, il puisse sortir de cette situation. Ouais. Pour le reste, je pense qu'il faudra interroger les parquets sur les réelles motivations. Et vous savez que le parquet a ces méthodes que nous autres, nous ne connaissons pas du fait justement de la séparation de pouvoir. Monsieur le ministre, des poursuites judiciaires, l'opposition accuse le pouvoir de vouloir écarter certains candidats de la course aux élections de décembre, notamment des personnalités telles que Jean-Marc Abounda, Salomon Kalonda ou Matata Pogno. Ils affirment que cette démarche vise à fragiliser leur parti politique. Pourriez-vous expliquer les raisons qui motivent ces accusations et peut-être nous donner votre perspective? Écoutez, je ne serai pas moi en mesure de vous donner différents éléments parce que c'est des dossiers qui sont en justice. Mais c'est que moi je sais, d'abord il ne faut pas mélanger les différents cas parce que c'est des cas différents. Moi je sais par exemple qu'il y a eu de la clameur publique autour du dossier Bukang Alonso. Tout le monde le sait, on a sorti des centaines de millions de dollars du trésor public, on n'a jamais vu de maïs pousser dans cet endroit. Et donc, les Congolais sont aussi en droit de savoir ce qui s'est passé. L'instruction est souvent en charge ou à décharge. Je ne suis pas encore une fois juriste, mais il y a un devoir de vérité sur les dépenses de cet auteur qui ont été faites de l'argent du trésor public. Ensuite, sur le cas de mon collègue Jean-Marc Abounda, vous avez suivi les propos et toutes les péripéties du procès. Et donc, il ne nous appartient pas de faire des quelconques commentaires, mais ici, comme le président de la République l'a dit à New York, il faut s'assurer que leurs droits en tant qu'interpellés ou détenus, quel que soit leur statut, puissent être respectés. Et pour le reste, c'est le travail de la justice, c'est peut-être de la justice qu'il faut vous rapprocher pour avoir des réponses détaillées. Très bien. Je finis avec cette question, Monsieur le ministre. La Chine a montré un intérêt significatif pour les ressources naturelles de la RDC, notamment le cobalt et le cuivre. Cela a conduit d'ailleurs à la signature du contrat du siècle il y a 15 ans, c'est de ça que je parle, où la RDC a accepté de fournir des matières premières en échange d'investissements dans les infrastructures. Pouvez-vous nous donner un aperçu de la situation actuelle des investissements chinois en RDC et nous informer sur le résultat obtenu par rapport aux promesses initiales du contrat, parce que je sais qu'on a parlé avec vous dernièrement quand vous étiez en Chine avec le président. Vous étiez là-bas pour effectivement signer d'autres contrats avec les Chinois. Écoutez, en Chine, quand nous étions avec le président, c'était strictement dans le cas des rapports bilatéraux entre États, parce que la Chine souhaitait renforcer ses rapports avec la RDC. Je rappelle ici que la Chine est notre premier partenaire commercial en termes de volume de travail. Mais pour revenir sur le fameux contrat du siècle dont vous parlez, il est évident, et le rapport de l'inspection générale de finances l'a démontré, que la partie chinoise ne s'était pas acquittée de ce dont il devait s'acquitter comme part. Et il y a eu des discussions qui ont commencé entre les deux parties. Vous savez que les Chinois sont durs en négociation, mais il y a eu des discussions qui se sont passées avec les parties congolaises. Aujourd'hui, dans ce que je sais, c'est que le gouvernement congolais va recouvrer près de 2 milliards parce que le contrat n'a pas été exécuté tel qu'il devrait être exécuté. Voilà, ça c'est une avancée. Et je dois rappeler ici que cette discussion entre les services congolais et les groupements d'entreprises chinoises derrière les contrats n'a pas fait l'objet, n'était pas la raison du déplacement du président de la République en Chine. Nous avions parlé d'autre chose parce que là, c'est un processus qui avait déjà commencé en interne et nous nous sommes simplement assurés que dans le cas de rapports bilatéraux entre les deux États, on va privilégier les règlements à l'amiable d'un certain nombre de sujets. Et je pense que les résultats auxquels l'inspection générale des finances est aboutie, avec le recouvrement de près de ces 2 milliards, est une avancée et qui sera profitable au peuple congolais. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, merci pour le temps que vous avez accordé. C'est moi qui vous remercie. Super. Thank you. Thank you.